Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Tous en selle. Pour m'accompagner à travers cet épisode, j'ai Loïc en face de moi. Salut Loïc. Salut Arnaud, Comment salut ça à va tous. Ça va très bien. Tu vas bien? Oui, En forme? parfaitement. Bon, ça tombe bien parce qu'on va parler d'un sujet passionnant qui va intéresser nos fidèles auditrices et auditeurs, mais aussi les spectateurs du festival Tous en selle. Je vous rappelle que si vous souhaitez savoir où se trouve la prochaine diffusion, en tout cas, d'un festival Tous en selle proche de chez vous dans un cinéma, allez sur le site Tous en selle et comme ça, vous pourrez passer un moment de détente. Et c'est justement un des sujets qu'on retrouve très souvent dans les aventures qui sont sélectionnées dans le festival Tous en selle, c'est la micro-aventure à vélo. C'est le sujet d'aujourd'hui. On va parler justement comment intégrer les micro-aventures dans vos plans d'entraînement, dans vos préparations. Donc voilà, donc en introduction déjà Loïc, qu'est-ce que ça t'évoque quand je te parle de voyage à vélo? Ça m'évoque des bons souvenirs, j'imagine comme toi. Ça m'évoque des émotions. Le dernier voyage en vélo que j'ai fait, c'était avec mon fils, où on a traversé la Dordogne en VTT. Et à l'époque, il avait 7 ans ou 6 ans. On faisait 50 km de VTT par jour. C'est inoubliable. Ça m'évoque, on peut considérer l'IRSE Cross France comme des voyages en vélo. Ça m'évoque Oui, pour 95% des participants, les émotions à travers ces épreuves-là. Ça m'évoque les voyages que les gens que j'accompagne effectuent. Ça m'évoque les photos, les vidéos, les images incroyables qu'on peut rencontrer, voir lors de ces voyages. Et les souvenirs et des émotions. Voilà ce que ça m'évoque. Moi, il y a une émotion particulière quand je parle de voyage à vélo. C'est pour ça que c'est intéressant qu'on le positionne dans comment l'intégrer dans vos plans d'entraînement, parce qu'il y a énormément de bienfaits, on va y venir. Mais moi, c'est surtout la sensation de liberté. C'est parce que on a quand même, on est quand même sur un vélo de roues et c'est toi qui décides à quelle vitesse tu veux faire avancer ta machine. C'est toi qui décides si tu dois la faire tourner à droite ou la faire tourner à gauche ou aller tout droit à l'intersection. C'est toi qui décides à quel moment tu dois la ralentir. Et je trouve que cette sensation de liberté, en plus, alors là, si pour couronner le tout, tu as un lever de soleil ou un coucher de soleil, alors là, ça devient des moments inoubliables. Le coucher de soleil sur le ballon d'Alsace, je m'en rappelle ça. Tu te souviens? Oh mon Dieu. Ah ouais, non, celui-là, il était incroyable. Moi, j'ai eu une chance incroyable. C'était de traverser, ceux qui me suivent le savent, je le répète assez souvent, mais c'est de traverser le continent américain 3 fois, mais 3 fois, je l'ai fait d'ouest en est. C'est-à-dire, à chaque soir, c'était un coucher de soleil face à moi. Parce que j'allais vraiment dans une direction qui était vraiment, j'allais plein est. Non, voilà, je vous dis des bêtises en fait. Mais c'est l'inverse. J'allais plein est et donc j'avais un coucher de soleil dans mon dos à chaque fois. Ouais. Et à chaque fois, je prenais le temps d'observer, de profiter. Mais le fait de faire une aventure à vélo avec 10 à 11 couchers de soleil consécutifs, tu passes à un niveau supérieur. Dans des endroits différents en plus à chaque fois. C'est juste, exactement, dans des endroits différents. Ça, c'est juste magnifique. Alors, rentrons effectivement dans le corps de l'épisode, vraiment dans pourquoi on a décidé d'intégrer les micro-aventures à vélo dans la préparation du sportif. Donc, quels sont les bienfaits? Là, c'est toi le professionnel, Loïc. C'est à toi que je pose la question. Quels sont les bienfaits physiques de partir faire des micro-aventures à vélo? Le voyage en vélo, quelle que soit votre façon de pratiquer le vélo, c'est-à-dire compétiteur ou juste voyageur, a son intérêt d'abord dans un aspect psychologique, puisque va permettre, comme tu dis, de s'évader, de se sentir en liberté, de se recentrer sur soi-même et sur l'essentiel, qui est d'avancer, manger, dormir, de faire abstraction de tous les stress, les contraintes, tout ce que notre société nous impose pour un temps. Et quoi qu'il arrive, même si vous avez prévu de gagner le championnat régional, national, UFOLEP, Fédé, de finir l'étape du Tour, ça aura une utilité parce que vous allez solliciter votre corps et votre esprit de façon positive. D'ailleurs, on voit de plus en plus de professionnels qui, une fois une épreuve terminée, pour rentrer chez eux, mettre les sacoches. De plus en plus. Et partent faire 400, 600 bornes, voire beaucoup plus. Mais on voit beaucoup, proportion gardée, ce qu'on ne voyait pas avant, mais on voit de plus en plus de professionnels qui
ont la curiosité d'aller voir ce qu'est Le voyage en la vélo. micro-aventure. Exactement. Prendre son temps. Toute notre vie, on passe notre temps à aller vite. Il faut faire ça. Et surtout quand tu parles de compétition, hein, je veux dire, là-dessus, tous les compétiteurs qui passent dans des endroits magnifiques, mais qui n'ont pas le temps de s'arrêter parce qu'ils sont dans une compétition, justement, et qui se disent, ouais, alors là, ici, c'est magnifique, mais non, je peux pas m'arrêter. Et qui profitent justement de cette occasion pour dire, moi, je pars. Il n'y a pas de notion de performance ou quoi que ce soit, c'est un temps pour moi, un temps de liberté sur le vélo, donc je te rejoins sur ça. Et c'est reposant pour l'esprit, c'est reposant pour ton cerveau. Qui n'a pas connu ça en voyageant? Ce phénomène où, à un moment donné, tu es tellement déconnecté que pendant 1 heure, 2 heures, tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé. Tu as roulé machinalement et ton esprit était parti. En méditation. Et tu es ailleurs. Ça, quand quelqu'un l'a jamais connu, c'est difficile de comprendre. Mais quand tu l'as connu, tout le monde là sait de quoi je parle. Et ce moment-là, finalement, c'est le sens même de notre existence, tu vois. C'est de rechercher ces émotions-là, tu vois. C'est de ressentir cette évasion totale de ton corps vis-à-vis de ton esprit. C'est assez incroyable. Et sur les bienfaits physiques, alors justement. Endurance. Alors, endurance, amélioration de l'endurance cardiovasculaire. Clairement. Pratique du basse intensité. Il faut faire de la basse intensité. C'est plus de façon régulière. C'est ce qui permet à votre corps de progresser et d'améliorer sa santé. Est-ce qu'il y a un aspect renforcement musculaire? Est-ce que le fait de faire de la micro-aventure sur plusieurs centaines de kilomètres, est-ce qu'il y a un intérêt musculaire? Musculairement, ça va favoriser les fibres musculaires qui permettent de l'endurance. Donc, quand vous êtes compétiteur, ça peut être plutôt néfaste. C'est pour ça qu'en amont, il faut prévoir. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, après, il faudra faire des choses spécifiques pour pas développer des muscles trop endurants et lents. Voilà, juste ça. Donc, garder la tonicité pour ceux qui font de la compétition. Oui, mais il y a plein de façons de faire. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est pour ça, effectivement, ceux qui font du long, on a toujours tendance à dire qu'ils sont devenus des diesels. Et que ceux qui font de la compétition, il faut vite, une fois qu'ils ont fait une micro-aventure ou une longue distance, retrouver un rythme un peu plus intensif pour tout de suite retrouver des niveaux d'intensité qu'ils avaient par le passé. Et est-ce que le troisième argument, en tout cas le bienfait, serait de tout simplement pas se tester dans les conditions réelles? Parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'entraînement à domicile, hein, avec Zwift ou d'autres plateformes, parce qu'il n'existe pas que Zwift, on en parle beaucoup parce qu'on est utilisateur, mais il y a beaucoup d'autres plateformes. Cet épisode, je le rappelle, n'est pas sponsorisé par Zwift. Si vous, un jour, vous souhaitez nous accompagner à sponsoriser cet épisode, je vous invite à contacter Sébastien de Tous en Selle, qui saura vous accompagner vers la meilleure formule. Donc voilà, c'était la parenthèse. C'était la parenthèse, mais est-ce que ça serait pas tout simplement se préparer aux conditions réelles? Effectivement, un vent de face, un vent de côté, un vent de dos. Tu pilotes pas ton vélo de la même manière. Une brume, une pluie, une température plus fraîche. Est-ce que partir en micro-aventure ne serait pas te confronter aux conditions réelles? On parlait de la vraie vie, de la liberté. Est-ce que ça serait pas ça finalement? Ça a accepté de se mettre en danger. C'est vrai que sur Zwift, tu l'es jamais. On l'est beaucoup moins. Voilà. Mais là, je veux dire, c'est aussi pour ça que beaucoup ne franchissent pas le pas, notamment les compétiteurs qui pour certains, aiment bien tout maîtriser, tout contrôler. Là, c'est accepter de partir alors, tu peux être organisé, te dire, là, je vais aller tel jour, je vais aller de là à là, puis je vais prendre cet hôtel en amont, puis de là à là. Donc ça, c'est une façon de voyager qui déjà te met dans une situation où, entre là et là, entre ce point A et ce point B, qu'est-ce qui peut m'arriver? Là, tu peux pas maîtriser et c'est tous les jours. Et puis, il y a une autre façon de voyager où tu pars et tu verras bien où tu dors ce soir. Et là, c'est l'extrême. Ça, c'est le meilleur. C'est encore autre chose. Ça, c'est le meilleur. Oui, parce qu'au final, tu te rends compte qu'il y a toujours une solution. Toujours. Soit il y a quelqu'un qui va se présenter face à toi et qui aura la solution, soit toi, tu vas trouver la solution. Et tu laisses l'imprévu prendre le contrôle. Tu lâches prise et tu laisses ta destinée te guider où tu dois aller. Moi, c'est les moments que je préfère. Et puis, toujours dans les préparations aux conditions du réel, il y a une étude qui a été faite justement sur le journal scientifique et médical qui souligne justement que les cyclistes qui intègrent un terrain varié, donc ça veut dire on parle du gravel également, on ne parle pas que de la route, il y a aussi des micro-aventures en gravel, tout terrain, présentent des améliorations significatives sur leur endurance. Donc ça va dans le sens de ce que l'on a dit, musculaire, et de leur efficacité cardio-respiratoire. Alors ça, c'est une réalité que j'utilise tout le temps.
C'est-à-dire, et pour moi-même, c'est-à-dire que dans l'entraînement, l'aventure, c'est pas partir 3 semaines. Tu peux partir juste la Une journée. micro-aventure, Voilà. tout à fait. La pratique, moi, alors, on va dire que sur un entraînement classique, 80% du temps, tu fais de la basse intensité. Mais la basse intensité, tu peux le faire de 1000 façons. Et ce que je préfère faire, c'est de multiplier les disciplines. Donc, tu vois, j'ai 2 heures, 3 heures. Ben, en fonction de mon envie, de mon humeur, de la météo, mais je vais choisir route, gravel ou VTT. Tu vois, je sais pas si ce jour-là il fait un peu froid et j'ai pas envie d'avoir froid. Je vais prendre mon VTT, faire des singles où je vais avoir une sollicitation en plus en termes de concentration telle que je vais très vite me réchauffer. Tu vois, mais l'efficacité des spécificités de la discipline fait que tu vas améliorer encore plus ton adaptation dans un objectif d'être robuste, parce que là tu vas te retrouver sur un terrain où tu vas développer un aspect technique, rouler dans la boue, quand tu as ça debout, que tu patines, tu développes ton équilibre, vas faire du gravel, ça va être un rendement différent sur la route, tu vas apprendre à mettre plus de force diversifier sa pratique du vélo à travers les différentes disciplines, c'est essentiel, notamment en basse intensité. Et là, c'est vraiment, tu vois, l'aspect musculaire est important en vélo, le rendement musculaire, et il y a une notion de vibration. On sait quand on dit un cadre, il est plus dur, ce cadre-là, il est rigide et sur du longue distance, c'est plus fatigant. Ça, c'est dû aux vibrations de la machine. Le terrain, c'est aussi des vibrations différentes. Et le muscle, en plus de se contracter en fonction de la façon dont tu pédales, il va se contracter aussi en fonction des vibrations retransmises par le cadre, les roues, mais aussi par la surface. Et ça améliore aussi la qualité musculaire. Mais dans ce que tu dis, il y a beaucoup d'éléments qui me font penser aussi à la préparation, à la dimension mentale de l'aventure. Donc tout ce que ça va inclure dans cette micro-aventure et la distance que tu vas parcourir et l'impact que ça a sur ton mental. Donc s'adapter aux conditions que tu n'avais pas prévues, aux vibrations que tu n'avais pas imaginées, au vent qui n'est pas comme tu l'avais souhaité parfois. Et quelle est la dimension mentale, quel est l'impact en tout cas d'une micro-aventure dans oui, c'est ça le schéma mental d'un sportif. Dans un sportif donc qui intègre ce voyage à un moment donné, l'aspect mental, il va être amélioré sur 2 façons. Si la personne est sursollicitée ou dans sa pratique est arrivée à une limite, c'est devenu trop de contraintes, le voyage permet de diminuer la charge mentale en pratiquant son sport préféré d'une façon où tu vas lui donner un sens différent. Et puis pour ensuite revenir peut-être plus frais mentalement. avec une capacité de t'adapter à des situations que tu n'avais pas imaginées. Exactement. Plus facilement en tout cas. Exactement. Et après, il y a ceux qui vont l'intégrer volontairement dans un but de période de repos, tu vois. Entre guillemets. Tu vois, le repos passif, c'est très bien, mais des fois, le repos actif, en termes de coupure, ça peut être très intéressant d'aller partir en voyage. Au lieu de rouler à 40 à l'heure, de rouler à entre 15 et 20 et d'aller d'un point A à un point B parce que à ce niveau d'intensité, à cette variante d'intensité, à cette variation, l'organisme met en place des procédés aussi de récupération. Tu vas nous en parler juste après de comment intégrer justement la micro-aventure dans un plan d'entraînement. Mais sur les bienfaits psychologiques, moi j'avais relevé également quelques points sur justement les bienfaits psychologiques des micro-aventures à vélo. Tout d'abord, c'est la réduction du stress et de l'anxiété, parce que justement, pratiquer le cyclisme, en particulier sur des sorties longues en pleine nature, aide à diminuer le niveau de stress. Donc on en parlait de la charge mentale, de pouvoir respirer, de se sentir libre, d'être exposé plus longtemps et plus naturellement à un milieu, justement, un environnement naturel avec de l'exercice physique, favorise la production d'endorphines. Alors, profite beaucoup plus. Alors ça, c'est aussi montré scientifiquement. S'entraîner dans un environnement naturel, par exemple dans une forêt, avec plus les arbres sont vus, en plus ça a d'effet, ça a un impact sur la sécrétion hormonale et on sait que ça a un impact positif sur le bien-être mental aussi. Ça, je trouve super intéressant et on a tous en tête, on se souvient tous d'un ride
avec des arbres incroyables, avec un beau ciel bleu et cette vision de nature qui est face à nous. Il y a également l'amélioration de l'estime de soi, le fait de faire des micro-aventures. Ça a été prouvé également, améliore l'estime de soi, parce que justement, ça permet de sortir sa zone de confort, de ne pas maîtriser tout ce qui se passe, de lâcher prise et de se dire, je ne sais pas où ce soir je dormirai, je ne sais pas qui je vais rencontrer, je ne sais pas où je me trouverai ce soir. Favorise un sentiment d'accomplissement et renforce l'estime de soi, parce que tu surmontes des défis ou des moments, en tout cas, imprévus. Quand tu avais fait ta préparation, tu ne t'attendais pas à rencontrer telle personne, à crever sous la pluie ou en pleine nuit. Et tout ça renforce l'estime de soi. Et le troisième point que j'avais noté, c'est le développement de la résilience. Tu l'avais dit également, c'est faire face à des imprévus. Changement de parcours, une route barrée, tu t'adaptes. Conditions météo qui ne sont pas les bonnes, tu t'adaptes. La micro-aventure à vélo aide à développer la résilience mentale. Donc tous ces éléments sont très très importants et on comprend mieux aujourd'hui pourquoi il est important d'intégrer des micro-aventures dans un plan d'entraînement de tout sportif, que ce soit de la compétition ou juste du plaisir. Voilà ce que je voulais apporter sur ça. J'ai fait un repas avec des amis et ils discutaient que les séances à basse intensité, donc ce qu'ils appellent séances promenade, c'était le plus difficile pour eux. Et en fait, en discutant avec eux, je me suis rendu compte qu'ils ne faisaient pas de la bonne façon. Tu vois. Moi, ce que j'adore, et toi, je crois que toi aussi, c'est prendre mon vélo. Dans la journée, tu ne sais pas à quelle heure tu vas sortir, mais tu sors quand tu peux, de prendre ton vélo et de partir, mais tu ne sais pas où tu vas. Et de laisser ton instinct te guider. Tiens, je vais aller là, à gauche, à droite. Ah, il y a une route que je ne connais pas, je vais la prendre, je vais voir où ça me mène. Ça ramène un cul-de-sac. Et ça, c'est les meilleures séances. Parce que tu lâches prise complètement. Tu n'essayes pas de maîtriser les watts, les bordels, les trucs. Tu laisses ton esprit t'amener où il veut. Et des fois, tu fais des rencontres. Moi, comme ça, je me suis retrouvé dans des situations où tu vois des animaux sauvages. Tu vois, c'est comme ça que tu vois que ton instinct, il t'amène à découvrir des trucs incroyables. Ou à des lieux qui sont à côté de chez toi que tu n'as jamais vu. Un petit moulin avec une eau, ou alors une forêt avec des arbres incroyables, ou juste une clairière, tu vois, un truc un peu fou. Alors moi, j'aime bien aller en forêt quand il pleut. Tu vois, tu y vas quand il y a le ciel bleu. Moi, j'aime bien quand il pleut parce qu'en fait, le bruit et l'odeur est assez particulière. Je kiffe. Je me fais un fond musical sur Apple Music quand je travaille. Justement, un fond musical d'une forêt dans laquelle tu vois, un temps pluvieux d'une forêt avec un petit peu de vent sur les feuilles. Et je bosse, moi. Je ne vais pas rouler dans ces conditions. Je travaille. Comme ça, tu mets un ventilateur sur ton traîneur avec un peu de brumisateur. Comme ça, tu as l'impression d'être un Flandrien. D'ailleurs, on se souvient parfaitement tous, je pense aux gens qui nous écoutent, mais d'une bonne sauce, de s'être pris une bonne sauce, d'être bien trempé. Et la pluie s'arrête et on est dans un environnement naturel. Et là, c'est magnifique. Parfois même. Alors, moi, j'ai un souvenir incroyable. C'est sur la 3e Race Cross France où on part du nord au sud, là, la première fois, où on prend la tempête. La première nuit. La tempête. Mais un truc, je vous promets, c'était un truc, mais c'est incroyable. Il n'y avait pas d'orage, mais c'était un vent, une tempête, quoi, une tempête océanique, quoi, avec vent de dos, donc c'était parfait. Et je me rappelle arriver en Normandie. Moi, j'avais jamais été en Normandie. Plus de 700 km, 730 km parcourus par la rage d'Isivicourt. Première 24 heures. Ouais. À vélo. À vélo, parce qu'on avait un vent de dos de fou. Et il arrive en Normandie et de rencontrer, de voir pour la première fois ces plages sous la tempête. Les plages de Normandie, Omaha Beach, où en fait, je pensais que c'était habité. Il n'y a personne qui habite là-bas. Et un souvenir incroyable parce qu'il pleuvait de fou. Il faisait pas très chaud. Le vent, il était sur le côté, donc tu étais comme ça sur le vélo. Et en fait, ça, c'est des souvenirs incroyables. Ouais, et pas négatif, tu vois, parce que sur le moment c'est négatif, tu te dis ouais je vais arrêter, mais après a posteriori c'est un moment qui t'a marqué, tu vois. Le plaisir parfois n'est pas dans l'instant, je dis souvent, dans l'instant tu prends zéro plaisir, mais une fois que c'est terminé et que tu prends du recul sur ce que tu viens de faire, là tu as ce sentiment de satisfaction. Tu ressors les émotions positives qui ont été enfouies sur la fatigue, par la fatigue sur le moment ou par l'énervement, et tu te dis en fait c'était assez incroyable. Il est temps de faire une petite pause dans cet épisode. C'est l'heure du ravito. Et qui de mieux que Meltonic pour nous accompagner? Meltonic, c'est la marque française qui mise sur le naturel pour booster nos performances, que ce soit en pleine course ou lors de nos entraînements. Créé en 2014 dans la mielerie familiale, Meltonic a révolutionné la nutrition sportive avec le tout premier gel à base de miel, plantes toniques et huiles essentielles.
Chez Meltonic, l'objectif est de montrer qu'on peut aller plus loin, plus fort, sans jamais trahir son corps ni la planète. Leur mission est simple, vous aider à donner le meilleur de vous-même naturellement. Parmi les ambassadeurs, Pierre Rolland, ancien coureur cycliste professionnel, 13 Tours de France au compteur, 2 victoires d'étape et une passion assumée pour les purées toniques salées à la noix de cajou Meltonic. Rendez-vous sur le site meltonic.com afin de découvrir tous les produits qui vous accompagneront sur vos prochaines sorties. Ah, la nuit, là, sous la tempête, je me rappelle, les arbres qui tombaient à droite, à gauche, et l'odeur, les animaux que tu voyais qui couraient partout. C'est une ambiance particulière. C'est très particulier, mais c'est vrai que j'ai toujours tendance à dire que quand tu vis ce genre de moment, le fameux café d'après, ceux qui sont les fidèles auditeurs et auditrices du podcast, je le dis régulièrement, mais quand tu vis ce genre d'aventure, que ce soit à vélo ou dans d'autres sports, mais le café d'après est différent parce que justement, tu prends le temps de savourer et de repenser à tout ce que tu as vécu, et ce qui fait que ce moment de café, moi qui suis un grand un passionné de café, fait que c'est différent. Voilà. Et puis on va venir sur comment intégrer. Donc là, on a parlé de tous les avantages, des bienfaits de la micro-aventure dans un plan d'entraînement, mais comment tu les intègres? Est-ce que c'est un planning que tu anticipes plusieurs semaines à l'avance pour que la personne se prépare mentalement, physiquement, mais aussi au niveau de son matériel? Parce que quand on parle de micro-aventure, forcément, il y a le matériel qui va avec, que ce soit des sacoches, je ne parle pas de toile de tente ou autre, après ça peut être ça aussi. Mais ne serait-ce que des sacoches pour aller d'un point A vers un point B, tu peux être hébergé, dormir chez l'habitant, être en hôtel, enfin bref, ou autre, chacun choisit ça, mais ça se prépare. Donc comment toi, Loïc, coach professionnel, tu intègres les micro-aventures dans le plan d'entraînement d'un sportif que tu accompagnes? Est-ce que c'est progressif? Est-ce que c'est une journée, puis ensuite 2 journées? Comment ça se passe? Ça, tout dépend de l'expérience de la personne. Si tu prends quelqu'un comme Jonas ou Laurent, c'est des personnes qui ont l'habitude des longs voyages en vélo ou des compétitions sur l'ultra. Eux, ils peuvent partir 3 jours comme ça du jour au lendemain avec un impact quasi négatif après leur retour. Par contre, si c'est quelqu'un qui découvre, oui, il faut être progressif. Tu vas pas, voilà, soit il a vraiment une optique de partir plusieurs jours et donc tu feras un peu tous les jours. Soit il a une optique de faire une longue distance d'un coup, et donc là tu choisis une distance qui sera pas trop traumatisante. Si la personne elle a jamais fait plus de 300 km et du jour au lendemain elle veut faire 1000 km, il faut lui en dissuader. Comment ça rentre dans une préparation? Tout dépend de l'objectif de la personne. Moi, si la personne, je sais pas, prépare un Ironman et veut faire un long voyage à vélo 2 semaines avant, je vais lui déconseiller tout simplement parce que ça n'a pas d'intérêt. Par contre, il peut le faire après. Ça peut être quelque chose de très intéressant en termes de régénération et de transition vers une autre partie de la saison. Alors c'est vrai qu'on parle de micro-aventure parfois. On n'a pas la nécessité d'aller à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe. On n'est pas obligé. Prendre l'avion pour Bien aller sûr, faire une aventure sur un autre continent. Juste partir de chez soi. Juste partir de chez soi. Vendredi soir, pas un week-end, mais un vendredi soir, un samedi matin ou un lundi matin si on a une semaine de vacances. D'emprunter des voies bleues ou du gravel, enfin d'avoir préparé, d'avoir tracé, d'avoir fait sa trace, ou alors de se laisser porter totalement à l'improviste. Ça, tu rajoutes encore un niveau. Mais on est bien d'accord que quand on parle de micro-aventure, on parle de quelque chose qui est à proximité de chez vous. Oui, tout à fait. Et une pratique que peu de gens font, notamment dans le cyclisme traditionnel, c'est rouler de nuit. Et ça, j'inviterai tout le monde à, mais pas de nuit, tu vois, de nuit l'hiver de 18h à 21h. Ça, bon, c'est une chose. Traverser la nuit. Sans traverser la nuit, mais tu vois, partir à 1h du matin. Faire 1h, 2h, 3h, 4h. Tu sais, quand il commence à faire froid, là. Et où les animaux sauvages sont partout. Et le faire en campagne, tu vois, où tu vois rien. Et alors, l'idéal, c'est le faire. Quand tu dis tu vois rien, c'est que tu veux dire qu'il n'y a pas de lumière de centre-ville. Ouais, t'as seulement ta lumière. Et même au-delà, aller monter un col l'été de nuit en coupant ta lumière. Ça, c'est une expérience. Tu veux que je te parle qui est une expérience de type micro-aventure en partant de chez soi qui peut être extraordinaire. Quand tu me parles de ça, de couper ses lumières, moi j'ai un souvenir, c'est que j'ai traversé à 3 reprises les États-Unis. On l'a dit dans cet épisode, on en parle souvent parce que c'est quelque chose qui a marqué ma vie. Et figure-toi qu'à 3 reprises, j'ai traversé le Grand Canyon de nuit. C'est pas de chance quand même, tu vois. En même temps, c'est un argument pour y retourner.
Parce que les 3 fois, je suis passé dans le Grand Canyon et dans les terres rouges. Enfin, je suis rentré dans les terres rouges en soirée, mais les monuments, les monuments du Grand Canyon et tout ce qui va autour, j'y suis passé entre 23h30 et 2h du matin à chaque fois. Voilà. Comme quoi, je suis très régulier, et donc forcément, à un moment donné, j'étais tellement frustré la deuxième fois. J'étais tellement frustré qu'on était sur un jour de pleine lune et que j'ai dit à mes équipes, mais éteignez tous les phares, en fait, parce que là, dans l'épreuve auquel je participais, c'est que l'assistance était obligatoire. C'est-à-dire que tu avais l'obligation d'avoir une assistance, et si la voiture n'était pas derrière toi, tu avais des pénalités en temps. Et donc, je leur disais de couper, en fait, de couper les phares. Et là, on voyait ressortir les ombres des panoramas, mais c'est inoubliable. C'est des moments que tu n'oublies jamais. C'est magique. Donc, alors, sans parler de prendre l'avion, d'aller sur un autre continent, de le faire chez soi, c'est incroyable. Si vous nous écoutez ce soir ou le vendredi qui arrive, vous partez de chez vous, 21h, voilà, vous récupérez les enfants, vous les mettez au lit, un petit bisou, on prend son vélo, on charge ses bidons et vous partez. Ne serait-ce que 3-4 heures. Et là, vous allez découvrir ce qu'est de rouler de nuit et tenter de tout couper. Voilà, vous allez voir, c'est formidable. Et le truc ultime après, c'est de le faire en forêt, avec le VTT. Et de le faire en forêt. Et vous nous envoyez des témoignages directement pour nous dire comment vous avez vécu le truc. Ça, tu vois, c'est le genre de micro-aventure qu'on peut intégrer n'importe quand dans l'année. N'importe quand. Et en plus, on va sortir des températures qui sont très négatives, donc il peut à la limite faire frais. Et auquel cas, même s'il fait froid, vous aurez vécu quelque chose d'incroyable qui va rendre ce moment un peu plus intense. Et vous vous en souviendrez. Mais je pense que toutes les personnes qui nous écoutent se souviennent de leur première sortie de nuit. C'est fabuleux. Bien sûr, c'est fabuleux. C'est une bonne expérience pour toi ou pas, la première sortie de nuit? Oui. Moi, c'est une mauvaise, mais je te l'expliquerai après. Mais moi, c'est la fois où je suis descendu dans les Pyrénées et j'avais beaucoup travaillé la journée et j'ai eu besoin de dormir toutes les 2 heures, tu vois. Mais c'était quand même ça fait, en plus, c'est pas naturel, donc tu as une appréhension, tu as peur, et puis des moments, quand tu n'as pas l'habitude, là. Je me souviens, j'ai monté la Colombière de nuit sans lumière, c'était incroyable. Incroyable. Alors, ça tombe bien parce que moi, c'était un mauvais souvenir. Et c'était lié à ce que tu viens de dire, la lumière, sans la lumière. C'est que j'étais mal équipé. Et ça, c'est un conseil que je vous donne pour vous lancer dans la micro-aventure et intégrer la micro-aventure dans un plan d'entraînement parce que vous allez gagner en foncier. Donc, si même vous êtes compétiteur et vous nous écoutez, si vous pouvez mettre des micro-aventures dans votre plan d'entraînement, faites-le parce que vous allez gagner vraiment en foncier. C'est très, très important. Et en résilience. Et moi, j'avais un mauvais équipement. Voilà. En fait, j'avais une lumière qui n'était pas suffisante, que l'on pourrait aujourd'hui, parce que ça s'est extrêmement développé, qualifié à un éclairage urbain, voilà, pour du vélo de ville, vélo taf, et en pleine nuit en campagne, je creusais vraiment, tu vois, je cherchais le regard, je cherchais ma route, enfin pas ma route, mais je cherchais à voir clair. Et donc je tirais sur mes yeux en fait, et c'était pas agréable du tout, et c'était une bonne expérience, enfin une mauvaise expérience, mais qui m'a permis ensuite de m'équiper correctement. Et là, pour le coup, j'avais un phare de camion. Et pour le coup, c'est cool de rouler de nuit. C'est cool de rouler de nuit parce que tu as l'impression de rouler à 200 à l'heure alors qu'en fait, tu es à 35. Voilà, tu as l'impression d'aller beaucoup plus vite. Toute notion du temps. Ouais, c'est ça. Et tu vois les choses totalement différemment. J'ai un souvenir, c'est les gorges du Verdon de nuit sous la pleine lune. Incroyable. Où tu montes les gorges du Verdon, tu sais, la dernière partie là, en allant vers le nord. Et tu sais, il y a le lac. Et là, la lune qui reflète sur le lac. Alors là, celle-là. On s'en souvient. Ah, celle-là, on s'en souvient. Et qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, Loïc, aux personnes qui nous écoutent, qui se disent, moi, je me lance, parce qu'on reçoit beaucoup de témoignages. Alors, on les partage avec Loïc. On n'est pas des influenceurs, hein, c'est-à-dire qu'on ne partage pas tous les messages que l'on reçoit. Non. Mais Loïc, tout comme moi, on reçoit beaucoup de messages de votre part. Donc, on en profite à travers cet épisode pour vous remercier, mais vous nous envoyez beaucoup de témoignages en disant à l'écoute de cet épisode, je me suis lancé ou j'ai repris le vélo et grâce à vous, j'ai perdu 40 kilos en 2 mois ou en 2 ans et j'ai fait ma première épreuve de vélo, donc un grand merci. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux personnes qui veulent se lancer et qui se disent, vous m'avez convaincu vendredi soir ou samedi, mercredi, bref, je prends mon vélo, je pars rouler toute la journée. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Est-ce qu'il y a un conseil à donner dans
les premiers 100 km sur le matériel, qu'est-ce que tu aimerais partager comme conseil toi, en tant que coach? Dans ces micro-aventures, ce qui est bien aussi, c'est la notion de préparation avant. Donc après, il y a différents niveaux de préparation. Mais tu vois, préparer son vélo, qu'est-ce que je vais amener comme vêtements. Mais il y a une différence entre je pars la journée du matin jusqu'au coucher de soleil et de dire je pars pour 2 jours, auquel cas il y aura une notion un peu plus importante de textile. Ouais, mais il y a quand même, tu vois, savoir préparation du vélo. ce que je vais amener à manger. Parce que cette préparation, je pense qu'elle est essentielle aussi pour après déterminer la façon dont tu vas le faire, tu vois. Et qu'est-ce que je conseillerais aux gens? Déjà, d'accepter d'avoir de l'appréhension, de la peur vis-à-vis de ce type de pratique. De l'incertitude. Ouais, parce que vous êtes face, vous perdez le contrôle. Ce qui va se passer. Voilà. Est-ce que je suis vous allez perdre le contrôle. C'est clair. Bon, quand on parle de nuit, mais voilà, même si vous partez toute une journée, moi, c'est m'arrêter de faire des 300, des 400 bandes, et tu perds le contrôle. Ça, il faut accepter. Qu'est-ce que tu veux dire par perdre le contrôle? Est-ce que ça veut dire que tu ne pourras pas rester concentré? Accepter accepter de n'avoir aucune certitude. Tu vois, moi, j'étais parti pour rejoindre le Massif Central et comment il s'appelle la montagne là où qu'ils sont montés autour de France où on peut pas monter en vélo. À côté de Clermont-Ferrand. Merci. Oui, c'est Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme. Donc, je suis parti de Bordeaux pour aller monter au Puy-de-Dôme. Et j'étais parti. C'était, ça fait 450 en passant par la Corrèze. C'est pas tout plat. Non, c'est pas du tout plat. Non, c'est pas tout plat. Et j'étais parti de nuit. Et en fait, c'était au mois de mai, fin mai. Et il faisait bon, tu vois. Mais en fait, j'avais pas prévu la nuit faisait froid, en fait. Et surtout vers Limoges, tu vois. Et je m'étais payé du 0 et 1 degré. Et mais j'étais quand même équipé avec un kawaii, tu vois, parce que j'avais prévu au cas de pluie. Mais en fait, j'ai eu froid, mais pas trop froid. Et j'ai vécu un moment. Voilà. J'ai lâché prise. Donc, c'est-à-dire que j'ai accepté d'aller très doucement. Tu vois ce que je veux dire? À ce moment-là, j'ai pas essayé. Je me suis là, naturellement, de façon instinctive, économisé pour passer la nuit. Et je me rappelle où je me donnais des repères sur le soleil. Et je me disais, bon, là, il faut que tu puisses continuer comme ça jusqu'à 6 heures parce que 6 heures va se lever. Et donc, il était 1 heure. Et je me disais, allez, encore 5 heures, encore 4 heures, encore 3 heures, tu vois. Et j'avais à traverser la nuit comme ça. Et je l'ai bien vécu. Tu m'aurais dit ça il y a 2 ans. Tu vas rouler de nuit et dans la nuit, il va faire 0,1 degré et tu auras juste un pauvre kawaii pour te couvrir. Mais j'aurais dit, mais en fait, non, en fait, je vais pas y aller parce que j'ai trop peur, tu vois. Et là, je suis parti sans y penser. Et le fait d'avoir lâché prise m'a permis de traverser l'épreuve facilement. Ça, ce que tu dis est intéressant parce qu'on parle de micro-aventure, on parle de préparation physique, de préparation mentale, mais il y a aussi la préparation matérielle. Et le fait de préparer votre matériel quand vous partez en micro-aventure, vous allez voir, c'est un sacré casse-tête parce que vous allez vous rendre compte que vous voulez tout emmener. Au début, je parle par expérience, mais au début, on emmène mais beaucoup trop parce qu'on raisonne confort. On raisonne, je veux pas avoir froid ou je veux être certain que si je crève 4 fois, j'ai mes 5 chambres à air, alors qu'il existe plein de moyens autres. Mais ça va vous permettre de vous rendre compte, de vous connaître un peu plus. Qui vous êtes? Est-ce que vous êtes capable de partir en mode je suis minimaliste? Ou est-ce que vous êtes capable de partir avec 5 sacoches alors que vous allez faire juste une journée? Mais ça va vous donner un peu plus d'indications sur qui vous êtes vraiment. Dans la partie mentale, tu parles de résilience. Je trouve que c'est vachement important parce que je vois tellement de cyclistes qui partent pour 200, 300 bornes suréquipés. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils partent pour 6 mois. Tu vois? Et à l'opposé, certains, tu te dis, ah ouais, ils ont effectivement, comme tu l'as dit, juste un kawaii. Je précise, cet épisode n'est pas sponsorisé par Kawaii, mais tu vois ce que je veux dire, c'est ils partent très très. Moi, c'est les Belges qui m'impressionnent. Les Belges, ils partent avec un Kawaii. Je me souviens encore d'un participant, la première ou deuxième édition, un agriculteur belge, qui d'ailleurs devait aller très très vite parce qu'il avait un impératif pour recueillir ses pommes sur son exploitation. Et en fait, il était parti avec une paire de jambières, une paire de manchettes et juste une veste manche longue. À l'époque, on n'avait pas le contrôle du matériel, je précise, ça ne serait pas possible maintenant. C'était justement en partie grâce à cette expérience. Et en fait, il avait tellement eu froid dans les Alpes, il nous expliquait quand il était arrivé, qu'il s'était endormi dans la descente du Galibier, et qu'en fait, c'est le froid qui l'avait réveillé 2 heures plus tard. Il avait prévu de dormir 5 heures, mais c'est le froid qui l'avait réveillé 2 heures après, donc il avait dit, j'ai pas le choix que de repartir. Et il était arrivé...
Il n'y avait pas de drop bag à l'époque sur Race Cross Series. Et donc, en fait, pour la petite anecdote, on l'a senti avant de le voir. Ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'il avait mis 7 jours ou 8 jours. Il était parti avec les mêmes fringues. Il est arrivé avec les mêmes fringues avec lesquelles il était parti, sans douche, après avoir fait 2500 km. Je peux vous dire que beaucoup s'en souviennent, probablement plus de son odeur Que de sa tête. lui, tu vois, que de lui, de son visage. Voilà, c'était la petite anecdote sur la micro-aventure, tout ce que ça peut vous apprendre. Mais en tout cas, moi, je sais que je me suis aussi beaucoup découvert sur ce côté-là, comment j'appréhendais, ne serait-ce comment tu appréhendes une situation inattendue ou que tu maîtrises pas, comment tu réagis face à ça. Et partir en micro-aventure, c'est se confronter sur sa prépa mentale je sais pas ce que je vais vivre, comment je m'y prépare. Est-ce que ça me stresse? Pas du tout, je suis confiant. Et ben le jour où vous aurez une compétition, vous verrez que vous serez confronté exactement à la même chose. Et si vous avez vécu une micro-aventure, vous serez un peu plus serein parce que vous vous direz, j'ai été capable de vivre ça. Je peux revivre ça et je vais trouver des solutions. Je sais pas ce que tu en penses, Loïc. Oui, je suis tout à fait d'accord. Pas comme partir s'entraîner sans son téléphone. Ça, c'est aussi une micro-aventure. Partir s'entraîner sans... Voilà, c'est inenvisageable. Mais attends, mais de rien, il est à côté. C'est à côté de moi. Ouais, mais n'empêche. Comment tu veux partir sans ton téléphone? Là, tu prends juste de quoi réparer, tu pars et tu pètes ta chaîne comme ça. Après, voilà, c'est parfait. Tu pars, alors sans ton téléphone, sans ta carte bancaire, tu pars avec 1 euro. Ouais. L'aventure. Ouais. Tu dois compter sur les rencontres. Ouais. Blague à part, tu l'as déjà fait, partir sans ton téléphone? Ah bah oui, mais toutes les semaines. Ah ouais, ça permet de décharger complètement. Ah oui, comme ça au moins. Je suis pas prêt là. Je suis pas prêt. Je t'ai mis un coup de pression. Je suis pas prêt. Et oui, c'est toutes les semaines je fais. Ah non, je suis pas prêt. Je me vois pas aujourd'hui. Je me vois pas partir en micro-aventure sans mon téléphone. Je sais pas si on peut dire de la sécurité, le fait de prévenir. Alors après, c'est toujours une question de temps. On parlait de partir en micro-aventure. Je pense que c'est lié au temps, mais le souci, c'est que le temps, moi, j'en ai très peu et qu'à chaque fois que je pars, je me dis, il faut que je sois rentré pour telle heure. Donc, tu vois, la charge mentale, je pense que c'est lié à ça. C'est lié à ça. Mais écoute, je me le note sur ma to-do list, tu vois. Partir en micro-aventure sans téléphone pour déconnecter totalement. Et si tu as un problème, une chaîne cassée, une crevaison et tu n'as pas le truc pour réparer, tu dois trouver une solution. C'est ça. J'ai connu ça. On devait passer le tunnel de Bielsa en Espagne. On est arrivé au tunnel, on ne savait pas que le vélo passait pas. On était là, pas de téléphone, on n'avait rien. Il fallait traverser. Qu'est-ce que tu fais? Tu demandes de l'aide aux gens, tu vois. Et tu fais du stop, tu supplies aux gens de te mettre ton vélo dans leur camion et de passer le tunnel en clandestin, tu vois. Tu fais un Pékin Express à côté de chez toi. Bah. Ouais, il n'y a même plus de cabine. Tu vois, j'allais dire, tu vas dans une cabine téléphonique, t'appelles, mais tu peux plus, il n'y a plus de cabine. Non. Oh là là, écoutez, je vais le noter. Si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur ça. Et si je le fais, je vous le dirai, je vais partir sans mon téléphone toute une journée. La charge mentale, là, elle va être au taquet. Parce que c'est une grosse charge mentale, ça. Ah moi, j'en ai pas du tout quand je fais ça. Ah non, mais... Je lâche. Là, c'est bien. Tu penses même plus. Tu lâches prise quand tu es à 50 mètres de chez toi et tu dis, c'est bon, je l'ai fait. Tu vois, c'est bon, je l'ai fait. Je peux rentrer. C'est bon, je vais trouver le chemin du retour. Mais avant, moi, je gambergerais. Si je crève, si je crève, je peux pas réparer. Si je tombe, si je machin. Ah ouais. Ouais, je suis déjà parti sans téléphone et je suivi ligne droite. Et quand je suis arrivé au bout de, je sais pas, moi, j'avais fait 10 heures, au bout de 5 heures, je dis, il faut que je rentre. Mais je connaissais pas où j'étais. Et pas prendre la même route. C'est extraordinaire, ça aussi. Ça, par contre, je le fais souvent. Et que à l'orientation naturelle. Tu vois, tu regardes le soleil, il est à l'ouest. Allez hop, je vais aller un peu vers le sud. Ça, c'est aussi une belle. Ça, je le fais souvent de dire, non, je veux faire un tour de vélo sans rentrer par le chemin avec lequel je suis parti. Ça, parfois, ça t'oblige à découvrir des nouveaux horizons. Et dans la micro-aventure, moi, les personnes qui nous écoutent le savent, je suis originaire de Saône-et-Loire et une petite ville magnifique où il y a un microclimat exceptionnel, ça s'appelle Guignon. Figure-toi que ça fait plusieurs dizaines d'années que je m'entraîne là-bas. Et quand je pars et que je fais cette stratégie de dire je pars, mais je vais au feeling, tiens une route, je découvre encore, alors que je vais avoir 52 ans cette année. Je fais du vélo, j'ai ma première licence, j'avais 18 ans.
et ben je découvre encore des nouveaux endroits. Je me dis, mais je suis jamais passé là, quoi. C'est incroyable. Et sans avoir tracé sur le digital ou sur des applications Strava Komoot. Juste dire, je pars, j'ai envie de faire 2 heures, 2 heures et demie. Là, par contre, là où j'ai cette capacité, c'est que quand je pars 2 heures, 2 heures et demie, je rentre à 1h59 ou 2h29. J'ai cette capacité à bien m'orienter, à toujours tomber au bon endroit au bon moment. Mais en tout cas, je découvre des nouveaux horizons. Donc là-dessus, je te rejoins. Ne pas hésiter à partir avec votre téléphone, si vous n'êtes pas prêt comme moi, mais sans suivre précisément une map qui a été préétablie, que vous avez probablement fait 150 000 fois, parce que c'est confortable de toujours reprendre une trace où vous savez qu'elle fait 47,5 km et que vous allez mettre 1h29, ce que vous maîtrisez comme vous l'avez fait plusieurs fois. Partez sans savoir quelle route vous allez emprunter, juste une durée. C'est très, très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter, Loïc, sur cet épisode passionnant qui était la micro-aventure, où moi j'ai juste une envie, c'est de prendre mon vélo et de partir rouler jusqu'à demain matin. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter d'autre? Non, mais on a tout dit, et puis voilà, il faut juste se lancer maintenant. Faire le premier tour de roue. Un grand merci à vous, un grand merci à toi. N'hésitez pas à nous envoyer quelques témoignages sur ce que vous avez pensé de cet épisode, mais aussi si vous avez vécu, vous, des expériences de micro-aventure qui ont changé votre relation au cyclisme et qui vous ont permis de progresser dans le cadre d'un plan d'entraînement. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Tous en selle. Un grand merci, à très bientôt.